Et si nous placions l'humain au centre? Qui sont les professionnels du terrain qui agissent pour notre bien-être? Quelle est leur vision du bien-être et comment le pratiquent-ils au quotidien? Nous avons décidé de partir à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages et explorer ensemble l'univers d'un métier passion. Bienvenue dans Portrait de Passionné, une série proposée par Profispa, cabinet de conseil et formation spécialisé dans le spa bien-être. Aujourd'hui, nous sommes dans le Morbihan et la passionnée que nous rencontrons est la cofondatrice de Profispa. Découvrons ensemble Anne-Charlotte Lallemand. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Héloïse. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très contente de faire cet enregistrement avec toi aujourd'hui. Pourquoi participer au Portrait de Passionné aujourd'hui? En fait, on était à l'origine de ce projet et on s'est rendu compte qu'on s'était pas nous-mêmes prêtés au jeu de se positionner derrière le micro. Et on trouvait ça aussi intéressant que ceux qui nous écoutent connaissent notre parcours et puissent comprendre aussi notre démarche. Et justement, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, tes opportunités, tes valeurs également? Oui, avec plaisir. J'ai découvert le bien-être sur le tard. À l'origine, je faisais des études de droit pour devenir avocate en droit de la famille. Donc rien à voir. D'accord. Ce qui est le lien en fait entre toutes mes expériences professionnelles, c'est ce côté altruiste que j'avais déjà, que j'ai toujours eu et que j'ai développé. Et tu sais, je suis partie avec cet idéal de jeune fille en quête de justice, et quand tu te rends compte que le droit et la justice n'ont rien en commun, eh bien la désillusion elle fait que tu arrêtes en fait de poursuivre dans cette voie. Et donc dans un second temps, je me suis orientée vers mes passions en intégrant une faculté de lettres modernes, et je me suis perfectionnée à l'écriture. J'ai écrit 2 romans et aussi j'ai développé le côté artistique que j'avais avec ma passion du théâtre. J'ai fait de la mise en scène avec un théâtre de région parisienne, et j'ai créé une troupe de théâtre avec une association. Parfait. Donc vraiment fouler les planches en tant que comédienne avec des théâtres d'amateurs, ça a été un moment très enrichissant et que j'ai adoré en fait faire. Ça, comment est venu le domaine du spa? Comment était on va dire que le destin a toqué à ma porte. Un jour, mon papa me dit j'ai un challenge pour toi si tu acceptes de le relever. Je te propose une saison à Nice en tant que réceptionniste dans un spa. D'accord, très bien, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je connaissais pas du tout l'univers, je m'étais jamais faite masser, je n'avais jamais mis les pieds dans un spa. Et donc j'ai pris mes 2 valises et je suis descendue dans le sud de la France, et j'ai foulé pour la première fois le sol d'un spa urbain. Et je suis donc passée derrière le desk, comme on dit. Est-ce que tu étais formée en tant que spa réceptionniste pour ce poste? Non, pas du tout. Pourquoi on m'avait proposé ce poste? Parce que je parlais anglais, que la clientèle là-bas dans ce spa, c'était 70% de clientèle étrangère, donc c'était important d'avoir quelqu'un qui puisse communiquer en français et en anglais. Et puis j'avais acquis aussi des compétences en relation un peu humaine avec justement le théâtre, d'aller vers l'autre, d'oser s'exprimer, et donc ça m'a servi aussi pour la vente. Et bien sûr, j'avais aussi ce côté de vouloir faire les choses bien, c'est-à-dire que je ne voulais pas simplement me satisfaire d'une facilité à parler. Je voulais aussi maîtriser le discours que j'avais auprès des clients. Je devais quand même savoir ce qu'était un soin pour pouvoir en parler. Je devais quand même connaître les produits pour pouvoir en parler, pouvoir répondre aux besoins du client et faire le relais quand les praticiennes et la manager étaient en cabine. Et donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, ce qui m'a interpellée d'abord, c'était le fait de voir des clients qui entraient dans le spa et qui ressortaient du spa en étant complètement transformés.
je m'étais dit, c'est pas les mêmes personnes. Il y a quelque chose vraiment de magique qui se passe en cabine, c'est pas possible. Et j'ai voulu savoir ce qui se passait exactement. Ouais, ça t'a appelé. Ah oui, oui, vraiment. Et la manager qui était dans ce spa, voyant que j'avais vraiment un désir de découvrir ça, m'a proposé une initiation. Elle me dit, écoute, je vais te faire un massage. Et puis ensuite, si tu veux bien, tu vas essayer de reproduire sur moi ce que tu as ressenti. Et j'ai adoré le concept, je me suis prêtée au jeu tout de suite. Et il y avait aussi dans cette initiation la volonté de la manager de me faire découvrir aussi la dimension physique, de me faire découvrir aussi le corps, qui est quand même très important. C'est pas une approche évidente au début, quand on n'est pas formé en plus. Et donc j'ai accepté cette initiation, et là je me suis vraiment dit, il y a quelque chose qui se passe sous mes mains. Je sentais vraiment l'appel de la vocation, et ça a été très fort. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie d'en être. J'ai envie de faire partie du secteur du bien-être. J'ai envie d'être spa praticienne pour participer en fait au bien-être que les gens venaient chercher, surtout à une période où les temps étaient très, très troublés. Et j'ai décidé de me former. Où est-ce que tu t'es formée justement ? Eh bien, à Nice. Et il se trouve, comme quoi le hasard fait bien les choses, qu'il y avait une école dans la rue, vraiment juste derrière le spa dans lequel je travaillais. Et je me suis inscrite tout de suite. Et là, ça a été très très intensif. Quand on était en CQSP Spa, c'était 17 massages qu'on devait intégrer. Ah oui. En quelques mois, oui. Mais à aucun moment, je me suis dit... c'est dur. Ou... Non. C'est comme une évidence. Oui, c'est comme une évidence. Et puis, ce besoin, plus il y avait de massages, plus j'avais envie d'en apprendre d'autres. J'avais cette soif d'apprendre et cette soif de pratiquer tout de suite. Heureusement, il y avait un spa d'application à l'école. Et donc, ça m'a permis aussi de connaître la relation client. Les difficultés aussi du métier, de savoir qu'il y a un besoin de résultat, même si le bien-être, c'est encore différent de l'esthétique, mais il y a un besoin de résultat, il y a aussi cette écoute de l'autre. Tout ça, tout ce package a fait que, oui, je me suis sentie à ma place. Et c'est tellement agréable de sentir ce sentiment d'être utile. Et je me suis dit, continue. Quel était l'aboutissement de cette formation pour toi ? Déjà, je suis ressortie de cette formation, j'avais un métier. Oui. Et là où j'ai encore eu énormément de chance, une belle opportunité, c'est que j'ai pu valider mon CQP Spa praticien en étant en stage dans un très très bel hôtel à Monaco. Ah oui. Oui. L'un des plus beaux hôtels de Monaco, et puis le plus intimiste. Et donc voilà, c'était un établissement qui me permettait à la fois d'explorer cette dimension cet univers du luxe aussi, de pratiquer en saison, juillet-août, en plein rush. Ah oui. Et oui. Donc c'était vraiment, on était dans le bain, et donc j'ai pu vraiment me couvrir l'univers de l'hôtellerie aussi. Est-ce que tu avais des craintes lorsque tu arrives ? Parce que quand on arrive à Monaco, c'est vrai que c'est un environnement assez particulier. Oui. Est-ce que tu avais des craintes en arrivant ? Oui, bien sûr, parce que tu as envie d'être à la hauteur. Tu sais qu'il y a des exigences à avoir, tu as envie d'être à la hauteur, tu as envie d'être parfaite en fait. Ça faisait partie de mes craintes aussi, de me dire je vais me retrouver face à quelqu'un qui va me mettre la pression, qui va pas être dans l'accompagnement, qui va pas me laisser le droit à l'erreur. Tu sais, c'est le préjugé Exactement du luxe. Ce que j'allais dire, les préjugés. Voilà, ouais. Les préjugés du luxe et des établissements haut de gamme, t'as peur de ça. Et en fait, pas du tout. Oui, il y avait un cadre. Et il a été posé dès le départ. D'accord ? Tu sais ce que tu dois faire. Absolument. Mais elle savait aussi que j'étais stagiaire. Donc, c'est normal que je ne sache pas tout. Je sors de formation. Et cette manager m'a inspirée et m'inspire encore aujourd'hui. Elle avait l'art de nous apprendre la rigueur, de structurer en fait son management, mais en ayant une relation et une façon de nous parler d'une simplicité incroyable. Et grâce à ça, toute l'équipe se sentait en confiance, se sentait à l'aise. On pouvait très bien rigoler avec elle. On pouvait très bien lui dire ce qu'on pensait, on pouvait très bien lui parler en fait, sans avoir de crainte
d'être jugée ou d'être mal comprise ou d'être simplement pas écoutée. Et cette rencontre, elle a été déterminante pour la suite de ma carrière et ma façon de manager. Donc d'être accessible en tant que spa manager n'engendre pas forcément le débordement. Non, il faut être accessible. C'est important. Si t'es pas accessible, mais bien sûr, si t'es pas accessible, ça n'a aucun sens. Et est-ce que tu as pratiqué, est-ce que durant cette expérience professionnelle unique et prestigieuse, est-ce que tu as eu l'opportunité de pratiquer? La réponse est oui, et un grand oui. J'ai eu la chance de ne pas être cette stagiaire qui passe son temps à refaire les cabines, faire le ménage, sortir les poubelles, emmener le linge à la lingerie, faire toutes les tâches ingrates, pas du tout. J'ai été bien sûr testée avant de pouvoir entrer en cabine, d'accord ? Et c'est tout à fait normal. Mais dès la première semaine de mon stage, je passais déjà en cabine, et comme le client que j'avais était satisfait, eh bien, ce qui a été le plus beau pour moi, c'est de voir une cabine à mon nom ouverte sur le planning. Oh. Et je me suis sentie vraiment reconnaissante. Je faisais partie de l'équipe. Et il n'y avait pas la dimension stagiaire, professionnelle. T'étais intégrée directement dans l'équipe. Quelle était la suite de cette expérience professionnelle ? Après ce stage, j'ai eu tout de suite l'occasion de partir en CDD pour terminer une saison dans un établissement. En fait, 2 établissements hôteliers. C'était 2 établissements, un 4 et 5 étoiles, qui appartenaient à un même groupe. Et donc j'étais dans un hôtel, et quand il y avait besoin de renfort dans l'autre, on envoyait les praticiennes comme ça. Et donc j'ai pu continuer en fait dans ma lancée, et je me suis pas arrêtée, et donc ça m'a permis de garder cette adrénaline et cette motivation pour pratiquer en tant que spa praticienne. Et très vite, pendant 2 mois, la direction m'a confié la responsabilité du spa en remplacement de la spa manager qui était partie en congé maternité. Donc jusqu'à la fin de ton contrat. Jusqu'à la fin de mon contrat. Alors oui, c'est c'est rapide, et puis elle sort de formation, comment ça se passe. Mais en fait, la directrice avait compris ce besoin d'avoir quand même une tête pour faire fonctionner le spa. Et en fait, même si c'était pour 2 mois pour la fin de mon contrat et que je n'avais pas forcément participé à la stratégie globale du spa, qui était tout neuf en fait, je me suis dit, on t'investit d'une mission, fais-le à fond, fais-le jusqu'au bout, fais-le bien. Et donc c'est passé par des petites missions de logistique, d'organisation. Par exemple, organiser le rangement des produits pour faciliter l'inventaire. Trouver aussi comment optimiser le temps, le planning des praticiennes. Parce que quand tu arrives à la fin de saison, ton planning il ressemble un peu comme un gruyère à trous. Tu as un soin le matin, 2 soins l'après-midi, un soin le soir, voilà. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand on est praticienne, c'est pas parce qu'on n'est pas en cabine tout le temps avec un client qu'on ne peut pas avoir des missions pour aider au développement du spa. Et donc, ça a été une de mes missions, d'optimiser le planning des praticiennes jusqu'au bout et les emmener et les intéresser en fait au développement du spa. Et elles ont adoré. Mais voilà, c'était ça. Et pendant 2 mois, donc effectivement, c'est court, mais tu peux quand même expérimenter. Oui. Défi sur défi sur défi. Et quel était le défi suivant ? Alors, le défi suivant, c'était de quitter le sud et de traverser la France pour aller en Loire-Atlantique. D'accord. Déjà un gros défi. J'ai accepté un poste de spa praticienne en CDI dans un autre établissement hôtelier 5 étoiles. Pareil, on découvre une autre marque, on découvre d'autres protocoles, on découvre une autre équipe, d'autres personnes. Et ça s'arrête pas, et c'est génial. Je suis arrivée, et la spa manager, pendant mon entretien d'embauche, je n'avais pas l'impression, tu sais, de devoir faire ces questions-réponses, de prouver que vous êtes à votre place, pourquoi vous plus qu'un autre. J'avais vraiment ce sentiment de faire un échange entre 2 êtres humains qui essayent simplement de savoir si ça va être possible de travailler ensemble. Les compétences, tu les as, c'est sur ton CV.
tu passes ton test pratique, oui, effectivement, tu as 2-3 questions sur tes techniques, oui, on sait si tu es compétente ou pas, et de toute façon, tu peux continuer de te perfectionner et d'apprendre. Mais les qualités humaines, c'est encore différent. C'est comme une jauge de feeling. Oui, c'est exactement ça. Et le feeling est passé. Donc, tu as été acceptée en tant que spa praticienne. Comment s'est passé les premiers débuts? Très bien. Tu sais, c'est la formation, tu commences à t'intégrer, à comprendre le fonctionnement de ce nouvel établissement. Et, et moi, je me suis investie tout de suite, très vite, à 100%. Pourquoi? Quand tu te sens bien, quand tu es motivé, quand on te donne des responsabilités, quand on te permet d'exercer ton métier de façon bienveillante, tu as envie, en retour, de t'investir, de contribuer en fait au développement du spa. Et donc, je me suis investie à 100% tout de suite. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que la manager me formait sur d'autres tâches, des tâches administratives, la gestion du spa. Et donc, ça me plaisait parce que je voyais vraiment une autre dimension du métier. Et je me suis dit, ça va me servir pour plus tard. Est-ce qu'il y avait déjà une équipe sur place quand tu es arrivée? Oui, il y Donc avait une pourquoi équipe. Toi et pas une autre? Mais ça, je l'ai su plus tard. Ça, je l'ai su plus tard. C'est que la spa manager partait au début de la saison pour relever de nouveaux défis et me proposait au poste pour la remplacer. Comment tu t'imposes en tant que spa manager lorsque tu es déjà praticienne au sein d'une équipe qui est déjà là depuis quelques temps et que tu deviens tout de suite spa manager? Comment ton équipe a réagi à cette nouvelle? Comment toi tu t'es imposée en tant que spa manager? Déjà, comment elle a réagi à la nouvelle, ça n'a pas été une grosse surprise parce que la manager avait fait ça intelligemment. Ça a été progressif. Et tu sais, quand tu es dans une équipe où tu passes 80% de ton temps ensemble au travail, tu vois bien la progression, l'évolution, quand on t'attribue des responsabilités, etc. Donc ça se faisait progressivement. Ça n'a pas été une grosse surprise. Là où ça a été difficile pour moi, effectivement, c'était de passer de spa praticienne à manager. Et j'allais manager une équipe qui avait été mes collègues, avec qui j'avais noué des relations. Donc là, ça a été difficile de me dire comment je vais faire pour asseoir ma légitimité en tant que manager. Oui. Est-ce que elles vont me valider? Est-ce que je vais réussir à avoir leur confiance? C'est pas du tout évident. Et pour n'importe quel manager, ce n'est pas évident de prendre ton poste quand il y a une équipe qui est déjà construite, qui se connaît déjà. La direction était d'accord avec le choix de ton ancienne spa manager? Le directeur a été très surpris, un peu pris de court aussi, puisque ça s'est fait très très vite. Mais en même temps, il n'y avait pas besoin de chercher midi 14h. Effectivement, il voyait bien que j'étais formée, donc ça servait à rien d'aller chercher une autre manager. Et en plus de ça, quand tu fais partie du spa, tu connais les objectifs, tu connais le développement, les missions, ce qu'il faut faire. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai quand même eu la pression. Du reste, je m'entendais très très bien avec ce directeur et c'est quelqu'un qui m'a appris énormément et c'était le genre de directeur qui te tire vers le haut, qui te forme en interne et qui croit en toi, donc ça c'était bien. Mais au début... Qui voyait ton potentiel. Absolument. Mais au début, c'était, écoutez Anne-Charlotte, je ne sais pas ce que vous valez, je ne vous connais pas, donc si on doit travailler ensemble, il va falloir faire vos preuves. Donc là, c'est période probatoire pendant 6 mois renouvelée, etc., etc. Et donc toi, tu dois derrière, en plus de ça, convaincre ton équipe. Tu dois aussi convaincre ta direction. Donc une période pas très facile où tu te sens vite seule. Mais j'avais toujours cette conscience professionnelle de me dire, écoute, tant que tu n'as pas tout tenté, tu n'as rien tenté. Et donc je me suis formée énormément. Je participais à des webinaires, j'allais chercher dans des livres, je me portais volontaire pour toutes les formations que l'entreprise proposait. Je voulais vraiment combler... Être à la hauteur. Être à la hauteur, exactement. Être à la hauteur de la mission qui était la mienne. Pourquoi a-t-elle choisi toi et pas quelqu'un qui était dans l'équipe déjà? C'est une vraie question que j'ai moi-même posée. Parce que
Oui, j'avais, comme tout le monde, je pense, envie d'un jour avoir la mission et les fonctions de spa manager, mais je pensais pas tout de suite. Je pensais beaucoup plus tard, quelques années après. Et quand j'ai posé la question, ma responsable m'a dit, mais euh, pour être un manager, un bon manager, oui, il faut avoir des compétences techniques, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir des qualités humaines, des soft skills, comme on les appelle en recrutement. Elle me dit, depuis que vous êtes arrivé dans le spa, vous avez fédéré l'équipe. Vous êtes force de proposition et vos propositions intègrent tout le monde. Vous laissez personne de côté. Et elle me dit, moi, à partir du moment où j'observe ça chez quelqu'un, c'est qu'il y a un leadership qui sommeille, en fait. Et elle me dit, à partir du moment où vous serez investi, que vous aurez pris votre place de spa manager, ça va juste se révéler, vous avez un potentiel énorme. Wow. Donc, oui. C'est incroyable. Merci. C'est magnifique d'entendre ça. Et c'est surtout que moi, tout ce qu'elle me disait, je n'avais pas l'impression... c'est que je ne le faisais pas dans un but précis. Je n'avais pas d'arrière-pensée. Quand je suis spa praticienne, je veux contribuer à la... Exactement. Je veux contribuer à la cohésion d'équipe. Je veux arriver au spa en étant... contente de retrouver mes collègues, en étant contente de faire une autre journée avec elles. Je l'avais fait sans m'en rendre compte finalement. Donc c'était une des raisons pour lesquelles elle m'a proposé au poste. Donc tu t'es formée toi-même et aussi en amont avec l'ancienne spa manager sur les compétences techniques. Mm-hmm. Et concrètement, est-ce que c'était difficile pour toi? Est-ce que c'était inné? Non, c'est pas inné. Et de toute façon, quoi que tu fasses, ça a toujours vocation à évoluer et vraiment à changer. Donc non, c'était pas inné, mais je partais pas de rien parce que finalement, le parcours artistique que j'avais eu en théâtre, de créer une troupe, de la diriger, de mettre en scène, tu avais quand même cette dimension directive. Je me suis dit, c'est la seule base de management que tu as, donc prends-la, transpose-la au spa et vois ce que ça donne. Et ça a fonctionné. Comment justement tu as pu te servir de tes compétences pour fédérer et qu'elles contribuent au développement du spa? Déjà, je pense que la première chose, ça a été de savoir comment communiquer. Comment communiquer avec chaque personnalité. Donc ça, c'est des formations aussi que j'ai fait avec l'établissement. Mais à partir du moment où tu sais communiquer en fonction de la personnalité de chaque membre de ton équipe, tu peux vraiment aller chercher qui est cette personne, quel est son levier de motivation, tu vas chercher tout ça. Et le levier de motivation, ça te permet quoi? Ça te permet de trouver des talents que tu vas exploiter, quelque chose qui vraiment les fait vibrer et que tu peux transposer au spa exactement comme moi pour le théâtre, tu vois. Et donc, en fonction de ça, tu vas pouvoir créer des objectifs pour chacune qui sont liés aux objectifs globaux du spa. Et ça, à partir du moment où chaque personne comprend qu'elle est considérée dans son entier, tu as envie de t'investir. Cette stratégie de communication en interne, ça a été ton le premier stade, on va dire, lorsque tu es arrivé pour valoir ta légitimité. Absolument. Est-ce que ça s'est fait de manière progressive ou c'était directement... comment tu as procédé? Alors, là, il y a quelque chose que je vais te dire. Et ce que je vais dire, il faut que tous les spa managers puissent l'intégrer. On ne faut pas partir du postulat que nous allons convaincre l'équipe dans le temps. On ne prend pas 3 mois, voire 1 an pour asseoir sa légitimité en tant que manager. Il faut le faire tout de suite. Quelques semaines, les premières semaines de ta prise de poste. La première chose que j'ai faite et qui a fonctionné, le premier jour de ma prise de poste, avant même l'arrivée des premiers clients, réunion d'équipe. Donc c'était une réunion que j'avais calée exprès pour qu'il n'y ait pas de clients sur ce créneau-là. Pourquoi? Parce que j'avais conscience que l'équipe pouvait avoir des craintes et des attentes. Et que si tu lèves pas le doute, ça peut continuer et aboutir à des malentendus et donc a fortiori dégénérer au niveau de la relation que tu peux entretenir avec ton équipe. Et donc je suis arrivée dans cette réunion où je leur ai donné la voix en fait. Et j'ai entendu, j'ai écouté
j'ai intégré, je leur ai dit oui, il va y avoir des changements, mais il faut savoir une chose, c'est que ça va être progressif. On peut pas arriver et du jour au lendemain envoyer tout valser, c'est impossible. Et puis même pour la stabilité des gens, vous avez un fonctionnement qui dure depuis quelques années, et puis d'un seul coup quelqu'un arrive et vous dit on va te mettre un grand coup là-dedans. Non, il faut que ça se fasse de façon progressive. Donc deuxième chose, j'ai fixé des objectifs individuels à chacune, et c'était plus des responsabilités finalement que des objectifs, pour qu'elles se sentent revalorisées aussi au sein du spa, qu'elles sachent qu'elles ont leur place et qu'elles ont des responsabilités pour participer en fait à la vie du spa. Dernière chose, j'ai fixé un objectif collectif pour fédérer, mais c'est surtout je voulais inclure le nous ensemble. Ok. Et donc l'objectif collectif n'avait que cette vocation, c'est de se dire moi avec vous on va réaliser cet objectif aujourd'hui. C'était un objectif journalier, donc le jour même. Comment est-ce qu'on va faire ensemble pour atteindre cet objectif? Tu as incarné un moteur pour ton équipe, pour la pousser à monter en compétence. La montée en compétence, et puis surtout établir un contrat de confiance. Je vous demande quelque chose que je suis aussi capable de faire. Donc on le fait ensemble, et puis c'est surtout que je suis avec vous sur le terrain. Je vais pas me cacher dans un bureau en attendant que ça passe. Oui. Je vais pas vous donner des ordres et vous blinder de tâches complètement inutiles. Et parce que je suis avec vous sur le terrain et que j'ai travaillé aussi avec vous, je vous comprends. Comme je vous comprends, je peux vous fixer des objectifs qui sont complètement adaptés et réalisables. Oui. Et en fait, t'étais un exemple pour ton équipe. Tu donnais une tâche, mais en même temps, tu la faisais pour donner l'exemple. Oui. L'exemplarité dans le management, c'est hyper important. C'est important d'intégrer aussi que ça n'a jamais fonctionné le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce qu'à un moment donné, ça commence à agacer tout le monde. Et puis tu perds en crédibilité aussi. Tu perds en crédibilité. Alors que si tu es capable de faire ce que tu demandes, oui, là tu es crédible. Comment s'est passée la suite en tant que manager? La direction t'avait demandé également de faire tes preuves, donc comment tu as pu mettre tout ça en place? L'avantage que j'avais, c'est que même si ça faisait que 6 mois que j'étais dans l'entreprise, j'avais quand même pu voir le potentiel du spa et les choses à mettre en place très vite, immédiatement. Notamment ouvrir une cabine duo, parce qu'on n'avait pas de cabine duo, alors que les duos ça commençait à exploser dans le domaine du spa. Voilà, enlever certains appareils pour en remettre d'autres, créer une nouvelle offre, etc. Donc ça a été des choses qu'on a pu mettre en place tout de suite avec l'équipe, mais parce qu'elles étaient conscientes qu'il y avait vraiment ce besoin. Et puis, en plus de la formation que je m'infligeais, vraiment une quantité inimaginable pour être à la hauteur, donc ça a été vraiment une pression de se dire, on avance. En plus de ça, on avait l'objectif d'ouvrir le spa à la clientèle extérieure. C'est-à-dire qu'on devait éviter de travailler avec des partenaires, tu sais, qui te prennent des commissions faramineuses et au final tu te retrouves avec 10 euros de bénéfices alors que ton soin en vaut 100, tu vois. Mais en même temps il fallait aussi trouver la clientèle locale et extérieure, et donc on est sorti du spa. On est sorti de ce spa d'hôtel 5 étoiles et on est allé à la rencontre des commerçants, on est allé à la rencontre des gens, des locaux qui pensaient que c'était pas accessible pour eux. On a fait une offre pour qu'ils puissent venir découvrir et qu'ils puissent en parler, et donc on est passé de 20% de clientèle extérieure à 50% de clientèle extérieure, ce qui nous a permis aussi en 3 mois. Et cette clientèle, notre objectif ensuite, ça a été de la fidéliser, et ce qui nous a permis de ne pas être un spa uniquement saisonnier, mais de vraiment tourner aussi en basse saison, entre janvier et avril. Et donc tu as fait des preuves? Oui, le directeur qui du reste n'a pas attendu 6 mois pour se rendre compte en fait des résultats que le spa offrait, m'a fait prendre conscience que ce que j'avais mis en place avait vraiment un impact en fait sur les résultats, sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en 3 mois, j'avais augmenté le chiffre d'affaires de 86%.
Oui. sur ta réussite. Ça a été une victoire. Oui. T'as besoin aussi de quelqu'un qui te dise hey, stop, prends du recul, regarde. Oui. Et d'avoir la reconnaissance de sa hiérarchie au final. Oui. C'est important aussi en tant que manager, en tant que chef de service. C'est un plus, c'est un avantage. C'est un plus, mais bien sûr, on va pas se mentir, c'est pas non plus tous les jours. C'est plus informel, il faut savoir lire entre les lignes. Mais je l'avais quand même, et c'est ce qui me permettait aussi d'entretenir une très bonne relation avec ma direction et de pouvoir faire des propositions pour développer le spa. Toi qui as eu des très belles victoires en tant que manager, quels seraient tes 3 conseils pour une spa manager qui est en poste ou qui est en devenir? Eh bien, justement de préparer sa prise de poste, d'avoir une entrée en matière intelligente, vraiment d'arriver avec une réunion d'équipe, d'écouter son équipe et de rassurer son équipe. De proposer ensuite des entretiens individuels pour aller chercher un petit peu plus, creuser, répondre aux craintes et aux attentes aussi. Ça paraît banal de le dire, mais tout le monde ne le fait pas. Et le problème, c'est qu'en face de toi, si tu veux avoir une équipe stable, pérenne, qui est prête à relever des défis avec toi, c'est un passage obligé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir se remettre en question. La remise en question d'un manager, ça permet l'évolution, absolument. C'est important de savoir, avant de dire que c'est la faute des autres, de savoir si toi, tu n'as pas une part de responsabilité dans la situation que tu vis. Est-ce que j'ai bien formé? Est-ce que ça a été entendu? Est-ce que j'ai bien communiqué? Est-ce que mon message était clair? C'est important. Plus tu te remets en question, plus tu peux évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas prendre une décision ou que tu vas faire quelque chose, tu vas être conscient de toutes les dimensions à prendre en compte. Et ça va te permettre d'être plus juste en fait dans ta démarche. Et puis un bon manager, c'est pas seulement un bon technicien, c'est aussi un être humain. Et ça c'est très important, surtout aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Qu'il y ait une hiérarchie, c'est très important pour le fonctionnement en fait d'une équipe et d'un service. Le manager n'est pas un donneur d'ordre. Pour être un bon manager, il faut être un leader. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui est moteur, qui motive, c'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui intègre le nous, et c'est quelqu'un aussi qui sait poser un cadre, qui sait structurer. Un bon manager qui a des qualités humaines, des soft skills, comme on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre et qui sait considérer chaque personne de son équipe comme un être humain à part entière. Il faut savoir aussi, on n'a pas le bouton dissociation, j'aime bien dire ça, mais c'est vrai que c'est important de visualiser. Quand vous rentrez dans un spa, vous n'avez pas un bouton que vous appuyez, dissociation, et pouf, vous oubliez tout, vous faites comme si de rien n'était. À un moment donné, c'est pas possible, la cocotte minute, elle finit par exploser. Le manager, oui, on n'est pas le papa et la maman de nos collaborateurs, mais on est là pour veiller au grain, on est là pour garantir la qualité de service, on est là pour garantir des très bonnes conditions de travail, et ça fait partie, et l'écoute fait partie de ça. Le manager, il est là pour accompagner son équipe, la cadrer et, s'il le faut, la recadrer. Mais cette structure est importante, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas humain ou bienveillant, au contraire. C'est indissociable. Comment un manager peut accompagner son équipe vers la montée en compétences? Par la formation. Oui. Par la formation, par des accompagnements, en intégrant aussi eh bien, tout ce que le secteur du bien-être propose, les salons, les congrès, les conventions, etc. Mais la formation, je dirais que c'est le plus important. Si vous voulez développer votre spa, upgrader votre standing, proposer un service de niveau 3, mais que votre équipe est au niveau 1, eh bien à un moment donné, vous allez vous retrouver face à une difficulté. Donc si vous voulez être de niveau 3, il faut que votre équipe soit aussi de niveau 3. Et donc vous avez des formations que vous pouvez proposer. Vous pouvez les proposer vous-même en tant que spa manager, puisque vous avez les compétences aussi pour le faire. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous vous formiez. Et se former, c'est aussi assurer cette qualité, cette évolution, ce suivi.
Et c'est très important, mais que ce soit en savoir-être, des mises à niveau aussi, parce que pour certains professionnels du terrain, la formation, elle est très très loin. La formation initiale, elle est très très loin. Et donc parfois de faire une petite mise à niveau, ça c'est pas plus mal. Ça permet vraiment de consolider les acquis et puis aussi de partir sur d'autres équilibrer, bien sûr. Donc la formation et la montée en compétences, ça c'est indispensable. On reconnaît un bon manager aussi à ça. La montée en compétences, ça permet aussi de valoriser vos équipes. Tu as une opportunité qui t'est venue à toi, qui t'a appelé en tant que spa réceptionniste. Puis ensuite, en très bon manager, je peux en témoigner tout de même, qui était là, voilà, bras ouverts comme un socle en fait, qui nous a monté en compétences, qui nous a, comme tu dis, valorisé, qui nous a formés aussi, qui nous donnait confiance en nous-mêmes, en ton équipe, qui fait qu'en amont, en retour, on avait confiance en toi. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre, on a été toujours dans le même chemin et on a travaillé ensemble. On a travaillé pour nos clients, pour le développement du spa. Et ta méthode de management, en tout cas, je tiens à le dire, fonctionne aussi dans d'autres établissements, puisque je l'avais également adoptée et qui a fonctionné. Et justement, quelles seraient tes victoires et tes échecs? Parce que je pense que voilà, tout n'a pas été non plus tout lisse. Il faut, on va pas mentir, ça sert à rien. Et puis, tu ne nais pas manager, tu le deviens. Même si tu as des compétences et des qualités humaines qui sont facilitatrices, tu fais des erreurs et tu dois en faire pour apprendre. La fameuse remise en question. Je vais commencer par les échecs puisque c'est humain, hein, c'est la première chose que tu retiens. La première chose, je dirais que c'est en termes de recrutement. D'accord, on n'est pas RH. C'est vrai qu'on n'a pas la formation de RH. C'est vrai. Mais en tant que manager, c'est important d'avoir son mot à dire dans le recrutement de ton équipe parce que tu es garant de la qualité de service. On en parle toujours, mais c'est vrai. Et puis de savoir aussi avec quel être humain tu vas travailler. Et puis tu as aussi pour la crédibilité. Bien sûr. Et puis tu as des compétences techniques à valider. Donc il y a que le manager qui peut faire ça. L'erreur que j'ai faite, moi, dans mes premières années de management, ça a été de faire confiance trop facilement aux recommandations. En réalité, j'ai fait confiance plus à la personne qui me recommandait qu'à la personne qui était recommandée. Et donc, j'avais pas non plus le recul que j'ai aujourd'hui avec l'expérience de management. Donc, dans le recrutement, j'ai pas vérifié que la formation était bien acquise. J'ai pas vérifié non plus le profil vraiment de la personne. J'ai pas vérifié que simplement les soft skills étaient adaptés à l'établissement, à l'équipe et à ce que je recherchais. Et donc, et donc tu pars sur une bonne entente un petit peu de surface comme ça. Et puis à la fin de la période d'essai, tu te rends compte que aïe, ça va être très très compliqué de continuer. Parce que les clients se rendent compte que... La clientèle fidèle. La clientèle fidèle. Elle se rend compte qu'il y a quand même une différence, que la qualité de service n'est pas au rendez-vous, que l'attitude, le comportement n'est pas au rendez-vous. Et là où ça a été aussi très difficile, et ça a été une conséquence aussi de cette négligence, eh bien, ça a été au moment de se séparer de la personne. Parce qu'à un moment donné, il faut être conscient que la séparation, elle est inévitable. Oui. Dans ce genre de situation, quand tu as tout fait pour rectifier le tir, etc., la séparation, elle est inévitable. Et il faut savoir aussi une chose, qu'être spa manager, c'est prendre sa responsabilité, et qu'à un moment donné, quand on se retrouve face à un élément ou une situation qui n'est pas facile à gérer, surtout quand il faut se séparer d'un collaborateur, il faut avoir les reins solides et les épaules larges. Parce que le dialogue qui se fait... pendant cette phase de séparation est très difficile et on en voit de toutes les couleurs et on en entend aussi des vertes et des pas mûres et ça peut te remettre en question aussi qui tu es fondamentalement. Et ça, c'est très important d'avoir conscience que le management, c'est pas juste tu manages une équipe, il y a aussi le côté un peu plus sombre de management. Et donc oui, ce que je recommande moi à tous les spa managers aujourd'hui, c'est vraiment de structurer son process de recrutement, de savoir exactement quelle fiche de poste, donc quelles compétences techniques vous recherchez,
quelles soft skills, donc les qualités humaines, vous recherchez aussi chez une personne, et c'est important de le dire. Plus vous êtes précis dans votre proposition de poste à pourvoir, plus vous allez attirer à vous des profils qui sont adaptés. Mais aussi de sécuriser votre recrutement avec de la formation et intégrer les personnes dans votre entreprise. L'intégration, ça se fait pas toute seule, hein. C'est le manager qui doit mettre en place une procédure d'intégration. Et aussi, quand vous faites vos entretiens d'embauche, n'hésitez pas à faire des mises en situation. C'est-à-dire que quand vous faites des mises en situation, c'est là où vous avez plus de chances d'obtenir des réponses qui viennent vraiment de la personne et pas des réponses toutes faites. Donc tu as appris, voilà, tu as transformé cet échec en réussite. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres leçons que tu as apprises en tant que manager? Oui, je dirais que c'est l'affect qui a été ma deuxième erreur, de se laisser guider par l'affect. L'affect, c'est vraiment ce qui, dans une relation, touche aux sentiments. Ça peut être très bien de l'amitié. Ça me conduisait à favoriser quelqu'un dans mon équipe. Et jusqu'à même proposer un poste alors que la personne n'avait pas les compétences. La conscience professionnelle, elle est un petit peu exclue. Et donc l'affect, il faut faire attention à ça parce que ça peut vous faire perdre votre objectivité. Et quand ça vous fait perdre votre objectivité, ça veut dire que ça va jusque dans vos prises de décision, justement. Et moi, ça m'a coûté une équipe. Okay, donc ça, c'est une difficulté. Oui, à ce point-là. Et c'est pour ça, oui, j'ai à la fin été un bon manager, mais il a fallu que je passe par des épreuves qui n'étaient pas forcément évidentes à gérer pour comprendre et ajuster mon management. Donc là, tu exprimes vraiment les limites du management, on va dire, humain, c'est-à-dire de ressentir de l'empathie, mais là, tu as appris qu'il n'en fallait pas en avoir... Alors, l'empathie, si, il faut savoir doser. L'empathie, c'est important parce qu'on est quand même des êtres humains et ça te permet aussi d'être en résonance avec les personnes qui sont en face de toi, de comprendre qu'il y a des énergies et des émotions et que tu ne peux pas faire l'impasse. Et qu'au contraire, en maîtrisant ça, en les accompagnant, tu peux réussir à fidéliser, stabiliser et pérenniser ton équipe. Mais ça m'a appris aussi qu'il y a un cadre à avoir. Ce cadre, c'est quoi? C'est des procédures, des protocoles qui te permet de pouvoir gérer ton équipe, de la piloter et aussi de la sécuriser et de la rassurer. C'est important. Tout à fait. Aujourd'hui, le management humain et bienveillant, le mot bienveillant est très mal vu parce qu'on a l'impression que on est dans le monde des bisounours et que on a affaire à du laxisme. Mais pas du tout. Le laxisme, c'est vraiment un choix de ne pas intervenir, de ne pas cadrer. Et là, il n'est pas du tout question de ça. Dans un management humain et bienveillant, tu peux comprendre qu'il y ait des situations qui soient un peu délicates, un peu difficiles pour la personne. Et ton objectif, c'est que ton collaborateur soit productif, performant. Donc tu ne peux pas éviter son côté humain, puisque c'est à partir du moment où il est bien en tant qu'être humain, il peut s'investir et donc être performant, productif et donc contribuer à la rentabilité de ton entreprise. Et c'est ça en fait qu'il faut intégrer et trouver le bon équilibre et le bon dosage. Et cela justifie ton mantra, donc l'humain avant tout, qui prône ta méthode de management. Oui, mais ça m'a permis aussi de piloter une Dream Team. Est-ce que c'est une de tes victoires? Bien sûr. En fait, toutes les erreurs que j'ai faites m'ont servi pour justement m'ajuster et après trouver, que ce soit un recrutement, trouver les bons profils qui correspondent et puis ce soit en montée en compétences, valoriser, les fidéliser. Et puis ça m'a permis aussi d'être un manager qui est beaucoup plus détendu. Oui, on avait une très bonne entente et quand je dis une très bonne entente, on pouvait avoir un fou rire dans les vestiaires et 2 secondes après, face à un client, on était de marbre. Mais exactement, et ça c'était vraiment génial et ça tu peux le faire avec des personnes en qui tu as confiance. Et les praticiennes, pour certaines qui sont devenues managers aujourd'hui, j'espère qu'elles se reconnaîtront, j'ai eu le privilège de les manager. Parce qu'à ce stade-là de confiance, de cohésion, c'est vraiment juste un bonheur d'arriver tous les matins et d'être heureuse d'aller travailler parce que tu sais que tu vas retrouver des personnes formidables qui sont prêtes à relever tous les défis. Et on a relevé tous les défis, on a soulevé des sommets. Et quelle serait ta deuxième victoire?
La deuxième victoire, alors je voudrais pas être présomptueuse, mais c'est sincère. C'est qui je suis aujourd'hui, avec tout mon parcours. C'est puissant. Oui, mais c'est vrai. Mon premier objectif en créant Profespa, alors c'était pas de créer un énième cabinet de conseil et de formation comme il en existe beaucoup sur le marché, mais bien d'être actrice du bien-être pour les professionnels du terrain. De revaloriser un métier où on a l'impression que tu dois faire de la papouille et enchaîner les clients. Pas du tout. On a un rôle à jouer en tant que professionnel du bien-être. Et ce rôle, il doit prendre toute sa place dans le secteur. Et en créant Profespa, c'est ça qu'on a voulu faire. Oui, c'est ça, nous intéresser aux personnes qui sont sur le terrain, qui pratiquent au quotidien, qui sont face aux clients, qui ont des difficultés et aussi beaucoup de joie. Et voilà, c'est sortir un petit peu de l'ombre et rebooster tout le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est une victoire pour moi d'avoir créé Profespa. Et la victoire, elle est d'autant plus belle que justement, la communauté des passionnés s'agrandit. Et puis les messages qu'on reçoit de soutien, de remerciements aussi. Parfois, aussi, tu écris un article et puis tu as quelqu'un que tu ne connais absolument pas qui t'envoie un petit message en te disant merci, ça m'a aidé. Et ça, c'est ce qu'on veut. Eh bien, je me dis qu'on a vraiment une mission en fait. Et pas simplement juste à destination des dirigeants ou des spa managers, mais vraiment à destination de tous les professionnels du bien-être qui sont sur le terrain. Voilà, on n'est pas seul. Quand on a créé Profil Spa, Héloïse, on se sentait investi d'une mission. On s'est posé la question de se dire, mais les professionnels du terrain, ils s'occupent du bien-être des gens, mais qui s'occupe d'eux? C'est ça. Exactement. Et toi et moi, on s'est portés volontaires. Oui, et justement, quelle serait ta vision du bien-être? La vision du bien-être, déjà le bien-être est subjectif. Ça dépend de chacun. Mais moi, le bien-être, c'est pas un bien-être qui est lisse, c'est un bien-être qui bouge, c'est un bien-être qui va te transpercer jusqu'à l'âme. C'est un bien-être qui te propose de voyager dans différentes dimensions, qui va chercher tes émotions. Le bien-être, c'est une expérience, en fait. C'est ça ce que je dirais. C'est très abstrait, ça fait un petit peu un petit peu mystérieux, mais c'est le fait de t'emmener vers cet état en fait où tu te sens léger, tu te sens soulagé, tu te sens compris. C'est ça le bien-être, et c'est un bien-être qui bouge, c'est un bien-être qui t'écoute. C'est ça ma vision du bien-être. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être bien? En ce moment, je regarde des K-dramas. Et non, mais tu sais, c'est cette légèreté dans les dramas coréens où, où tu regardes juste un film et tu réfléchis pas en fait. C'est tellement facile, c'est tellement fluide. C'est léger. C'est tellement beau. Ouais, c'est léger. En ce moment, je regarde ça. Je trouve ça chouette. Et c'est pareil, j'ai pas un bien-être. En fait, ton bien-être, il bouge aussi. Oui, exactement. C'est ton bien-être du moment. Bah, c'est cohérent. Moi, j'ai pas un seul bien-être, tu vois. Je veux pas me dire, pour être bien, je vais écouter cette musique. Non, pas du tout. Ça, parce que tout fluctue, en fait. Et en fonction de ce qui t'environne, de ce que tu fais au quotidien, bah, voilà, moi, en ce moment, quand j'ai la tête un peu trop pleine, et ben, je m'installe devant un petit drama coréen et c'est génial. Tu vois, tu te laisses porter par cette petite histoire, tu te laisses porter par cette facilité, c'est génial. C'est intéressant. Merci Anne-Charlotte pour ce témoignage et bravo pour ce parcours incroyable. Merci. Tu peux être très fière de toi et puis à très bientôt. À bientôt. Cet épisode a été réalisé par Héloïse Devaux et Anne-Charlotte Lallemand. Nous remercions Anne-Charlotte pour le temps accordé et la qualité de cet échange, et nous espérons que cet épisode vous aura plu autant qu'à nous. Vous pouvez suivre Profispa sur sa page LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouveau portrait de Spassionné. Rejoignez-nous.